Puis il a dit. Tandis que je continuais, j'ai senti que cela m'abandonnait complètement, et je suis devenu la proie des démons que je contrôlais autrefois. Pendant des siècles, on a imaginé une pièce secrète dans le tombeau du roi Salomon, remplie d'or et de secrets. Lorsqu'un espace scellé fut ouvert, ce qui apparut n'était pas de l'or, mais quelque chose de bien plus controversé. Pourquoi l'histoire a-t-elle occulté cela, et que signifie-t-il vraiment? Rejoignez-nous pour percer ce mystère et révéler les secrets cachés du roi le plus riche de l'histoire. La légende de Salomon. Le roi Salomon se dresse dans l'histoire comme une figure emblématique et légendaire, dont la renommée traverse les livres, les croyances et les siècles. On se souvient de lui comme d'un roi à la sagesse inégalée, à la richesse incommensurable, et dont le règne a engendré des récits de gloire qui résonnent encore aujourd'hui. Dans les textes anciens, il est le bâtisseur du grand temple de Jérusalem, le juge des énigmes insolubles et le monarque dont les richesses étaient si immenses que poètes et conteurs ont tenté de les saisir à toutes les époques. Son nom évoque des rêves de splendeur, de secrets et de trésors enfouis profondément sous la terre. Pourtant, derrière cette aura de légende, se cache un mystère réel et plus profond qui a fasciné érudits et chasseurs de trésors pendant des générations. Si Salomon était véritablement aussi sage et riche que la tradition le prétend, où se trouve donc son tombeau? Où a-t-il reposé après une vie de règne? Cette question attise la curiosité comme un aimant, car nous sommes irrésistiblement attirés par ce qui est caché, ancien et méconnu, surtout lorsqu'il s'agit d'un nom aussi prestigieux que celui de Salomon. Dans les récits qui le concernent, la richesse de Salomon est souvent associée à l'or provenant de contrées lointaines, à de florissantes routes commerciales et à des lieux exotiques comme Ophir. Ces histoires évoquent des caravanes et des flottes revenant chargées d'or, de bois précieux, d'ivoire et de marchandises rares. Certains fragments archéologiques, comme des tessons de poterie inscrits découverts près d'anciens ports, suggèrent que le commerce de l'or et d'autres matières premières existait bel et bien à cette époque, et que des villes comme Ophir faisaient partie d'un vaste réseau d'échanges. Ces découvertes apportent un éclairage nouveau sur les récits de richesse et de commerce au temps de Salomon. Malgré tout, en ce qui concerne la chose que tous cherchent, le tombeau de Salomon, rien ne résiste à l'analyse historique. Aucun tombeau n'a été authentifié par les archéologues comme étant la sépulture de Salomon lui-même. De nombreux tombeaux rupestres de cette période, notamment dans les anciens cimetières de Jérusalem, appartiennent à des membres de l'élite du royaume, mais aucun ne peut être daté avec certitude du roi Salomon, ni lui être rattaché par des preuves tangibles. Cette absence n'est pourtant pas due à un manque de recherche. Depuis plus d'un siècle, les archéologues étudient les anciennes terres de Juda et d'Israël. Ils ont mis au jour des murs, des cités antiques, des poteries, des sceaux et des vestiges d'échanges commerciaux. Certaines de ces découvertes pourraient dater de l'époque où Salomon aurait régné, et elles contribuent à reconstituer la vie quotidienne au Xe siècle avant notre ère. Pourtant, aucune de ces découvertes ne confirme l'existence d'un tombeau ou d'une chambre funéraire identifiable comme celle de Salomon. On n'a trouvé ni chambre scellée renfermant des trésors, ni pierre gravée marquant sa sépulture, pas même une simple inscription à son nom dans les strates archéologiques. Le contraste entre la légende de Salomon et les données archéologiques est saisissante. D'un côté, les récits évoquent un souverain si puissant que des royaumes lui envoyaient tribut et que des navires rapportaient de l'or de contrées lointaines. De l'autre, les vestiges matériels qui nous sont parvenus sont discrets, fragmentaires et sujets à interprétation. On a découvert des ruines de villes qui pourraient dater de son époque, des traces d'administration et de commerce, et même des ouvrages défensifs qui auraient pu être construits durant son règne. Mais aucune de ces preuves ne permet d'affirmer avec certitude « Ici repose Salomon ». Ce qui rend cette affaire si fascinante,
C'est en partie la fascination humaine pour le mystère. Lorsqu'une histoire prend des proportions extraordinaires, l'imagination comble les lacunes. On commence à imaginer des chambres secrètes sous les plus vieux remparts de Jérusalem, des cartes cachées menant à des mines oubliées, ou des portails scellés restés intacts pendant 3 millénaires. Ces idées se répandent rapidement, car l'être humain est fasciné par les secrets, surtout lorsqu'il se mêle à l'histoire et au mystère. La question centrale demeure donc, si Salomon était aussi sage et riche que le décrivent les textes anciens, pourquoi son tombeau est-il resté introuvable? Se trouve-t-il dans un lieu inconnu, enfoui sous les méandres du temps, ou bien n'a-t-il jamais existé tel qu'on l'imagine? La recherche de ce tombeau ne se résume pas à la simple quête d'or ou de reliques. Il est question de sens, de mémoire et du murmure de l'histoire qui nous interpelle encore à travers les âges. Si Salomon était aussi riche et sage que la Bible le prétend, où se trouve son tombeau et pourquoi n'a-t-il pas été découvert depuis des millénaires? L'archéologie à Jérusalem. Jérusalem est une ville chargée d'histoire. Sous ses sentiers poussiéreux et ses murs ancestraux gisent des siècles de vie, de mort et de mémoire humaine. Aujourd'hui, les archéologues s'efforcent de mettre au jour ces strates. Ils procèdent avec minutie, effectuent des fouilles minutieuses, documentent les vestiges avec soin et témoignent d'un profond respect pour les fragiles traces du passé. Mais l'archéologie à Jérusalem n'est pas chose simple. Elle est façonnée non seulement par la roche et le sol, mais aussi par la politique, la religion et la ville vivante qui la surplombe. Fouiller à Jérusalem, c'est composer avec des bâtiments modernes, des lieux saints et de profonds désaccords sur l'histoire. Parfois, les scientifiques doivent interrompre leurs recherches car un site est sacré pour un groupe ou un autre. D'autres fois, ils doivent entamer ce travailler à proximité d'habitations ou de rues passantes. Ces contraintes rendent chaque découverte aussi fragile que les fragments mis au jour dans le sol. L'un des sites les plus fascinants où les archéologues étudient les pratiques funéraires antiques est la nécropole de Silouan. Ce site se situe sur les pentes de la vallée du Cédron, aux abords de la partie la plus ancienne de Jérusalem. Ici, des tombes rupestres se dressent silencieusement dans le calcaire. Ces tombeaux sont d'imposantes constructions en pierre réalisées il y a fort longtemps, non pas de simples trous dans le sol, mais des chambres soigneusement creusées dans la roche. Cette nécropole fut utilisée durant l'âge du fer, à l'apogée du royaume de Juda, approximativement entre le 9e et le 7e siècle avant notre ère. Ces sépultures étaient destinées à l'élite, aux personnes de haut rang dans la société qui régnait jadis depuis les collines de Jérusalem. Leurs tombeaux nous apprennent beaucoup sur les coutumes funéraires antiques et les croyances relatives à la vie après la mort, grâce à leur construction et à leur utilisation. On compte une 50aine de ces tombeaux rupestres disséminés le long de la falaise. Nombre d'entre eux présentent ces tentes des plafonds droits ou à pignons, des banquettes de pierre où reposèrent les corps et des chambres funéraires, destinées à accueillir plusieurs sépultures au fil du temps. Certaines tombes sont simples et discrètes, tandis que d'autres, plus imposantes et complexes, témoignent d'un savoir-faire exceptionnel qui reflète le statut des personnes qui y sont inhumées. Ces tombes permettent aux archéologues de comprendre comment les membres importants de la société judéenne honoraient et perpétuaient le souvenir de leurs défunts. Certaines des tombes les mieux conservées portaient même des inscriptions hébraïques qui les rattachaient à des identités et des fonctions antiques. Pour autant, ces tombeaux ne sont pas la sépulture du roi Salomon. Ils appartiennent à des dignitaires et des nobles, et non au roi lui-même. Aucun des sites funéraires découverts à Silouan ou dans les vallées environnantes n'a été identifié comme étant le tombeau de Salomon. Ces sépultures témoignent des pratiques funéraires plus générales de l'époque,
façonnés par les traditions culturelles des caveaux funéraires familiaux et des commémorations réservées à l'élite. Les archéologues les étudient pour comprendre comment les gens honoraient leurs ancêtres et ce que cela révèle sur la société antique. Mais aucune preuve crédible n'atteste que le lieu de sépulture de Salomon ait été découvert. À Jérusalem, on trouve également d'autres sites funéraires et tombeaux rupestres datant de différentes périodes. Certains datent d'époques plus tardives, comme celle du Second Temple, qui débuta plusieurs siècles et après la chute de l'ancienne monarchie. Parmi eux, figurent d'impressionnants tombeaux ayant appartenu à d'autres familles ou communautés, longtemps après le règne des rois. L'existence de différents types de tombeaux rupestres témoigne de l'évolution des traditions funéraires et de la manière dont les habitants de Jérusalem ont continué d'honorer leurs défunts par des sépultures soignées et symboliques. Au cœur même de la cité de David, l'ancien cœur de Jérusalem où auraient résidé les premiers rois, les archéologues travaillent avec une extrême précaution. Ils mettent au jour des maisons, des poteries et des outils anciens qui témoignent de la vie quotidienne. Ils découvrent également des tunnels et des citernes creusées profondément dans la roche. Certains de ces passages souterrains ont alimenté les spéculations quant à la possibilité que les premiers rois aient été enterrés à l'abri des regards. Ces idées sont intéressantes, mais elles restent pour l'instant des hypothèses et non des faits avérés. Les tunnels sont le plus souvent associés au système d'adduction d'eau ou aux stratégies défensives des cités antiques plutôt qu'à des chambres royales secrètes. Certains tunnels témoignent de l'ingéniosité des bâtisseurs d'autrefois qui ont suggéré l'approvisionnement en eau et l'accès dans une ville densément peuplée, perchée sur une colline. D'autres sont peut-être reliés à des réseaux souterrains plus vastes qui ont permis à la ville de fonctionner en temps de paix comme en temps de guerre. Les archéologues vont faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'ils travaillent autour de différentes strates de terre, chacune recelant des indices sur des périodes différentes. Les véritables découvertes nécessitent toujours un contexte, une analyse minutieuse du lieu de découverte des objets, de leur lien avec d'autres trouvailles et de ce qu'ils nous apprennent sur la vie à cette époque. Cette approche rigoureuse permet de distinguer les connaissances archéologiques solides des simples conjectures. Grâce à ces fouilles, nous en apprenons davantage sur les habitants de Jérusalem d'autrefois, sur leurs rites funéraires et sur la construction de leur ville. Mais nous constatons aussi combien l'archéologie peut être délicate et complexe. Les pierres de Jérusalem ne livrent pas leurs secrets facilement. Elles exigent patience, respect et la précision de ceux qui cherchent la vérité dans les strates qu'elles recèlent. Et dans une ville si chargée d'histoire, les scientifiques ont toujours plus à découvrir et à comprendre. Avant de partir à la recherche des rois, il nous faut d'abord savoir où ils étaient enterrés. Les tombeaux des rois. Les pierres de Jérusalem racontent de nombreuses histoires, certaines claires, d'autres mêlées de légendes. Parmi les sites antiques les plus impressionnants de la ville, figure le lieu dit des tombeaux des rois. Ce nom sonne magnifique et chargé d'histoire. Il évoque des images de chambres funéraires royales, de sarcophages dorés et l'écho d'une lignée de souverains reposant dans de grands espaces silencieux sous terre. Pourtant, à y regarder de plus près, la vérité est loin d'être aussi simple et spectaculaire que son nom le suggère. Les monuments peuvent porter des noms prestigieux, mais les noms ne font pas les tombeaux des rois. Les tombeaux des rois se trouvent à Jérusalem-Est, non loin des remparts de la vieille ville. De loin, le site paraît imposant et majestueux. Une large façade de pierre s'élève du sol rocailleux, taillé dans la roche avec soin et robustesse. Un large escalier menait autrefois les visiteurs vers les chambres funéraires. Creusés profondément dans la terre, ces tombeaux forment un complexe de pièces et de couloirs. Elles se témoignent du talent de bâtisseurs habiles. L'immensité de la structure laisse aisément imaginer que de puissants souverains y reposent. Mais c'est là que la légende et la réalité divergent.
Lorsque ces tombeaux rupestres furent examinés pour la première fois au milieu du XIXe siècle, les premiers explorateurs supposèrent qu'ils abritaient les sépultures des anciens rois de Juda. La grandeur des ouvrages en pierre a nourri cette croyance. À travers les âges, on a recherché des preuves matérielles de la présence de figures illustres de l'histoire sacrée. Pour les premiers visiteurs, les tombeaux les plus vastes étaient censés abriter les occupants les plus riches. Le nom est resté et le site a été baptisé « Tombeau des rois » par commodité, même si cela n'était pas prouvé. Depuis, l'archéologie moderne a étudié le site de plus près. Des recherches approfondies et une analyse minutieuse de la conception, des décorations et des artefacts montrent que le complexe funéraire appartenait probablement à une autre personne. Aujourd'hui, les chercheurs associent principalement ces tombeaux à Hélène, reine d'une région lointaine appelée Adiabène, qui vécut au début du 8e siècle de notre ère. Elle et sa famille adoptèrent les traditions locales et s'établirent à Jérusalem. L'architecture des tombeaux, qui présente des éléments décoratifs courants après la destruction du Second Temple, correspond bien mieux à cette époque qu'à celle des rois antiques des siècles précédents. De ce fait, la plupart des experts rejettent l'hypothèse que ces grottes abritent les dépouilles de monarques bibliques tels que David ou Salomon. La datation du tombeau lui-même ne correspond pas à l'âge de ses souverains. Le style des chambres funéraires et l'agencement de la structure témoignent d'influences postérieures à l'époque où ces rois auraient vécu. Il n'existe aucune preuve directe reliant le site à la lignée des anciens rois de Juda. En réalité, les archéologues évoquent plutôt des pratiques rituelles et funéraires du 1er siècle, plusieurs siècles après le déclin du grand royaume unifié d'Israël. Outre les tombeaux des rois, Jérusalem regorge de lieux aux noms chargés de mythes. Ces noms se sont transmis au fil du temps, façonnés par la tradition et les espoirs de nos ancêtres. L'un de ces noms est celui des écuries de Salomon. Ce vaste espace souterrain se situe sous une partie de l'ancienne plateforme de la ville et fut jadis considéré par les visiteurs comme l'endroit où Salomon gardait ses chevaux. Ce nom perdure grâce à des légendes transmises au fil des siècles, bien qu'aucun élément historique ne permette de l'associer à Salomon lui-même. L'appellation relève davantage de l'imagination que de la réalité archéologique. Un autre nom qui évoque la puissance de la légende est celui des carrières de Salomon. Il désigne une vaste grotte ou un ensemble de salles où l'on extrayait autrefois la pierre de la terre. Son immensité a conduit, au fil des siècles, à l'associer à la construction d'édifices sacrés antiques tels que le temple. Cependant, ce nom relève de la tradition populaire et non d'une preuve avérée que Salomon ait ordonné l'extraction du minerai à cet endroit. Les bâtiments et la mémoire collective peuvent façonner des noms qui perdurent bien après que leur signification originelle se soit estompée. Ces attributions erronées montrent avec quelle facilité la légende peut s'intégrer au récit qu'on se fait d'un lieu. Lorsqu'un site paraît ancien et grandiose, il est naturel que les conteurs et les traditions locales l'associent à des personnages célèbres. Mais l'étude archéologique exige des fondements plus solides que la seule tradition. Elle examine les preuves matérielles, la conception, les matériaux et les datations scientifiquement établies. Ce faisant, elle distingue l'histoire fascinante de la fiction captivante. Dans le cas des tombeaux des rois, la légende qui s'est tissée autour de ce nom est puissante et envoûtante. Mais la véritable explication est tout autre. Le site commémore probablement un membre de la royauté d'une époque plus récente, ayant vécu après la fin des anciens royaumes. Quand la réalité s'arrête, la fiction prend le dessus, et soudain, le tombeau de Salomon apparaît partout. Que pouvait-on trouver dans un tombeau de l'époque du premier temple? Lorsqu'on imagine les tombeaux antiques de cette époque, de nombreuses images nous viennent à l'esprit. Certains imaginent de vastes chambres souterraines scintillantes d'or.
D'autres pensent à des pièces secrètes scellées depuis des millénaires, renfermant des rouleaux de sagesse perdue. Ces idées prospèrent dans les films et les légendes en ligne. Mais les véritables découvertes archéologiques des tombes de l'âge du fer en Judée et à Jérusalem racontent une toute autre histoire. Ce que les archéologues mettent au jour est humble, humain et profondément significatif. Mais elle se compare rarement aux visions sensationnelles de trésors cachés attendant d'être découvertes. Bien avant les traditions funéraires élaborées des époques ultérieures, les hommes de l'âge du fer enterraient leurs morts de manière à la fois pratique et symbolique. De nombreuses familles utilisaient des tombes rupestres, des espaces creusés dans des collines ou des vallées calcaires. Ces tombeaux étaient destinés à des familles entières sur plusieurs générations et n'étaient pas construits pour un seul souverain ou roi, sauf preuve solide à l'appui. Sous le soleil éclatant et la terre aride de la région, ils ont conservé des restes osseux, de simples poteries, des fragments d'objets du quotidien et parfois des ossuaires, des boîtes en pierre qui contenaient les ossements après la décomposition des tissus. Ces découvertes sont riches d'enseignements sur l'histoire humaine, même si elles ne recèlent pas de trésors imaginaires. Une sépulture typique de l'âge du fer pouvait commencer par le dépôt du corps, enveloppé dans une enveloppe, sur une étagère à l'intérieur d'une tombe rupestre après la décomposition des tissus, un processus qui pouvait durer plusieurs mois. Les proches récupéraient ensuite les ossements nettoyés et les plaçaient dans un petit ossuaire en pierre. Ces ossuaires étaient souvent en calcaire, brut ou lisse, unis ou ornés de simples gravures. Parfois, elles portaient des inscriptions permettant d'identifier la personne qu'elles contenaient, mais souvent non. Ces boîtes pouvaient abriter les restes d'adultes, d'enfants et parfois même de plusieurs membres d'une même famille au fil du temps. La pratique de l'inhumation secondaire dans des ossuaires s'est répandue par la suite, mais le principe de revenir honorer et prendre soin des défunts avec respect reste conforme aux anciennes coutumes juives. L'une des découvertes funéraires les plus connues près de Jérusalem est le tombeau des Talpiot. Mis au jour par hasard lors de travaux de construction dans un quartier moderne, ce tombeau familial creusé dans la roche était typique de l'époque du début de notre ère. À l'intérieur se trouvaient 10 ossuaires en calcaire, dont 6 portaient des noms inscrits dans des langues anciennes. Ces noms étaient courants à cette époque, et les inscriptions étaient fréquentes dans les tombes familiales de cette période. Les restes et les poteries découverts à l'intérieur témoignaient de sépultures familiales et non de chambres royales. Les découvertes furent répertoriées par des spécialistes et envoyées aux réserves des musées pour analyse. La tombe elle-même s'inscrivit dans le contexte plus large des pratiques funéraires de la Judée antique, plutôt que d'être considérée comme la preuve d'une découverte majeure et ponctuelle. Ce qui fascine les archéologues dans des tombes comme celle de Talpiot, ce ne sont pas les richesses qu'elles recèlent, mais les détails ordinaires de la vie et de la mort. Ces grottes funéraires ont permis aux scientifiques de comprendre comment les familles prenaient soin de leurs défunts, comment les noms étaient utilisés et comment les pratiques culturelles ont évolué au fil du temps. Par exemple, les ossuaires présentaient souvent de simples marques personnelles, des couvercles de formes légèrement différentes, des décorations modestes et des inscriptions qui reliaient les êtres chers à travers les générations. Ces objets modestes témoignent bien plus fidèlement du rythme de la vie quotidienne et de la mort dans les sociétés anciennes que les récits de pièces secrètes remplies de rouleaux ou d'or. Ailleurs, dans la région de Jérusalem, les archéologues ont mis au jour de nombreuses tombes similaires, chacune contenant des fragments de poterie, de simples lampes et des restes osseux qui racontent une vie ordinaire. Dans certaines grottes funéraires, des fragments de lampes à huile et de petites cruches utilisées depuis longtemps figurent parmi les indices les plus importants permettant aux chercheurs de dater le site et de comprendre le mode de vie des populations environnantes. Ces artefacts permettent de reconstituer la chronologie du site
et de le relier à des pratiques culturelles plus larges. Bien qu'ils n'aient pas le prestige d'un trésor de fiction, ces objets sont précieux, car ils révèlent une expérience humaine ancienne, bien réelle. Trop souvent, des interprétations sensationnalistes viennent occulter ces découvertes authentiques. Cela se produit lorsque des ossuaires ordinaires sont associés à des noms ou des histoires célèbres sans preuve solide à l'appui. Le public est alors induit en erreur et croit qu'une tombe particulière appartenait à une personne célèbre, alors qu'en réalité, elle reflète les pratiques funéraires courantes de l'époque. Les chercheurs veillent scrupuleusement à distinguer les preuves matérielles des interprétations possibles. Les ossements, les poteries et les boîtes en pierre sont étudiés dans leur contexte archéologique afin que chaque élément d'information trouve sa place exacte dans le puzzle de l'histoire. Le contraste entre l'imagination et la réalité est frappant. Les tombes de l'âge du fer contiennent rarement de l'or ou des documents secrets, mais elles renferment des fragments d'histoire humaine sous la forme d'ossements et d'objets ayant appartenu à des personnes réelles, offrant un portrait fidèle du monde de Salomon. Lorsque nous tentons d'imaginer l'époque du roi Salomon, notre esprit s'emballe et se projette vers un vaste empire, des palais resplendissants et des cités bouillonnantes de puissance et de richesse. Pourtant, les vestiges archéologiques de cette période dressent un tableau bien plus paisible. Ce qui frappe le plus dans les témoignages matériels de l'époque traditionnellement attribuée au règne de Salomon, c'est la continuité des modèles culturels cananéens jusqu'à l'âge du fer, sans interruption majeure. On n'y trouve ni complexes palatiaux avérés, ni capitale monumentale, ni les signes matériels éclatants d'un grand empire, tels qu'on pourrait les attendre d'un royaume décrit dans des textes anciens si emphatiques. Cela signifie qu'il n'existe aucune trace matérielle d'un vaste État centralisé, tel que décrit dans les récits postérieurs, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des destructions et reconstructions répétées qu'a connues la région au fil des siècles, notamment après les invasions dévastatrices d'empires comme celui des Babyloniens. Les témoignages dont nous disposons pour le Xe siècle et les siècles qui l'entourent proviennent principalement du quotidien des villages, des petites villes et des centres régionaux, où la poterie, les remparts, les habitations et les forteresses témoignent d'une continuité culturelle plutôt que d'une transformation abrupte. Les archéologues n'ont pas mis au jour à Jérusalem, ni dans ses environs de Strate, de magnifiques structures impériales qui puissent être rattachées avec certitude au règne de Salomon. Cette absence d'architecture remarquable concorde avec les données, montrant que la région a connu des cycles répétés d'occupation, de destruction et de reconstruction, ce qui tend à effacer ou à estomper les traces artistiques et structurelles plus anciennes. Cependant, le tableau n'est pas totalement vierge. 2 découvertes, réalisées loin de la capitale biblique, ont permis aux chercheurs de mettre au jour des vestiges susceptibles de témoigner d'une activité politique ou d'échanges économiques à longue distance à l'échelle de l'âge du fer. Sur le site de Khourbet Semaili, à l'est de Gaza, une équipe dirigée par un anthropologue a mis au jour 6 empreintes de sceaux en argile, datant de l'âge du fer IEA, soit du XIIe siècle avant notre ère. Ces sceaux témoigneraient d'une correspondance officielle ou d'une activité administrative liée à une entité politique de l'époque. Apparaissant dans un contexte d'activité d'élite ou gouvernementale, certains chercheurs y voient un argument indirect en faveur de l'existence d'entités politiques organisées, semblables à celles décrites dans les textes anciens du Levant, sans toutefois prouver directement l'existence du royaume de Salomon. Un autre élément de preuve provient d'études portant non pas sur les grands édifices, mais sur les marchandises, notamment les anciens trésors d'argent découverts sur des sites du Levant et de Phénicie. Les chercheurs ont analysé des collections de lingots, de fragments et de pièces d'argent appelées
argent broyé, présent dans de nombreux trésors à Acre, Dor, Ain-Hofez et Tel Quaison. Les études isotopiques du plomb suggèrent qu'une grande partie de cet argent provenait de sources de la Méditerranée occidentale, probablement de Sardaigne ou de la péninsule ibérique, et circulait bien avant l'invention de la monnaie régionale. Cette répartition de l'argent corrobore l'idée, présente dans les textes anciens, que les métaux occidentaux faisaient partie des réseaux commerciaux qui s'étendaient jusqu'au Levant à l'âge du fer. Bien que ces trésors n'aient pas appartenu directement à Salomon, ils témoignent de la circulation des métaux précieux sur de longues distances et du rôle central du Levant dans ce vaste contexte économique mondial. Ces découvertes d'anciens seaux d'argile indiquant une activité administrative et la circulation importante de l'argent à travers ces réseaux commerciaux de longue distance suggèrent que le Xe siècle était un monde complexe. Il existait des élites organisées, des échanges commerciaux transocéaniques et des interactions économiques bien au-delà de la simple vie villageoise. Pourtant, ces découvertes montrent aussi que les vestiges archéologiques restent bien moins spectaculaires que les grands récits d'empire et de richesse. Un autre facteur déterminant ce que nous trouvons, ou ne trouvons pas, est la complexité politique et religieuse de Jérusalem moderne. L'un des lieux les plus étroitement associés, par la tradition, au Temple de Salomon et à l'architecture royale, est le mont du Temple. De vastes fouilles, menées dans la ville environnante, ont mis au jour des vestiges historiques de nombreuses époques, mais la zone située directement sous le mont du Temple n'a pratiquement jamais fait l'objet de fouilles archéologiques profondes en raison de restrictions et de sensibilité ancestrale. Cela signifie que si des vestiges monumentaux se trouvaient sous ces pierres sacrées, nous n'aurons peut-être tout simplement pas encore la possibilité de les examiner scientifiquement. Ainsi, les vestiges archéologiques qui pourraient dater de l'époque de Salomon révèlent des indices intéressants d'organisation politique et d'échanges économiques, mais ne mettent en évidence ni grands palais, ni trésors impériaux. Ce que nous observons, c'est un monde en pleine mutation, façonné par le commerce à longue distance et l'évolution des pouvoirs locaux, où l'argent circulait et où l'activité gouvernementale laissait des traces subtiles, notamment dans les plafonds en terre cuite. Il ne s'agit pas du splendide empire des récits épiques, mais d'un monde vécu, riche de liens et d'efforts humains. Un monde qui nous invite à imaginer non pas un royaume mythique, mais une société réelle, complexe et en mouvement. Ce n'est pas parce qu'il ne s'agit pas de l'or de Salomon que le tombeau est dépourvu de merveilles. La sagesse du tombeau. Les couloirs silencieux des tombeaux antiques murmurent des histoires qui dépassent de loin la vie des personnes qui y reposent. Chaque tombe, chaque artefact, chaque inscription est une clé précieuse pour comprendre comment les peuples vivaient, gouvernaient et croyaient il y a des siècles. Depuis des décennies, les archéologues étudient les sites funéraires, depuis l'époque du premier temple jusqu'aux périodes suivantes. Analysant minutieusement les inscriptions, l'agencement des sépultures et les objets qui y ont été laissés. Ces découvertes révèlent un monde d'une grande richesse culturelle, politique et religieuse, même si elles ne recèlent ni trésors cachés, ni rouleaux d'or. Dans l'ancien royaume de Juda, les pratiques funéraires étaient réfléchies et significatives. Les tombes étaient souvent creusées à flanc de collines ou dans des falaises rocheuses, avec plusieurs chambres permettant d'inhumer les membres d'une même famille ensemble au fil du temps. L'orientation du corps dans la tombe, la disposition des ossements après décomposition et l'utilisation d'ossuaires ou de boîtes en pierre revêtaient toute une signification particulière. Certaines tombes étaient simples et modestes, tandis que d'autres étaient soigneusement aménagées avec des plafonds sculptés, des banquettes et de petites niches. Le soin apporté à ces édifices reflétait le statut du défunt
et l'attention portée à sa famille. L'étude de ces détails permet aux archéologues de mieux comprendre les hiérarchies sociales, les structures familiales et les croyances religieuses. Les inscriptions, lorsqu'elles apparaissent, sont particulièrement précieuses. De nombreuses tombes renferment des textes gravés en hébreu ancien ou en araméen. Ces inscriptions identifient souvent la personne ou la famille inhumée, offrant un aperçu rare des noms, des professions ou des rôles sociaux. Dans certains cas, les inscriptions comportent des bénédictions ou des professions de foi, qui aident les chercheurs à comprendre la vision spirituelle du monde de la population. Même l'absence d'inscription peut être significative, révélant des différences de statut social, d'alphabétisation ou de pratiques culturelles. En documentant minutieusement ces inscriptions, les chercheurs reconstituent une image de la vie politique, religieuse et sociale dans l'ancien Juda, montrant comment les gens ordinaires et les élites interagissaient au sein de leur communauté. Les objets funéraires, bien que souvent modestes, sont également très révélateurs. Les archéologues découvrent dans les sépultures des poteries, des lampes à huile, des bijoux et des outils. Ces objets fournissent des indices précieux sur la vie quotidienne, les réseaux commerciaux et les liens culturels. Par exemple, les styles de poterie peuvent indiquer les régions en contact et les types de matériaux ou de motifs prisés. Les lampes évoquent des rituels de souvenirs et de lumière, souvent utilisés lors de cérémonies ou placés auprès du défunt pour éclairer son passage dans l'au-delà. Les objets personnels, comme les bijoux ou les amulettes, reflètent des croyances liées à la protection, au statut social et à l'identité. Ces objets, bien que simples, recèlent une signification profonde lorsqu'on les étudie attentivement. L'orientation des sépultures constitue un aspect particulièrement intéressant des tombes antiques. Les corps étaient souvent disposés selon certaines orientations, parfois face à des directions spécifiques liées à des croyances religieuses ou à des significations symboliques. Des chercheurs ont analysé les schémas d'orientation pour comprendre comment les communautés concevaient le cosmos, l'au-delà et leurs liens avec les forces divines. Ces orientations, associées aux inscriptions et au mobilier funéraire, dressent un tableau précis des valeurs et des priorités de la société qui les a créées. La sagesse révélée dans ces tombes diffère de la sagesse légendaire attribuée au roi Salomon. Au lieu de rechercher un savoir mythique dissimulé dans l'or ou des rouleaux secrets, les archéologues et les érudits puisent leur inspiration dans la structure même des tombeaux, les objets enfouis et les inscriptions sur la pierre. Chaque élément contribue à une meilleure compréhension de l'époque où Salomon aurait pu régner. En étudiant les pratiques funéraires, les hommages rendus aux ancêtres et les liens avec le divin, nous découvrons des reflets de la sagesse pratique et de l'intelligence sociale de cette période. Les textes anciens viennent compléter ces découvertes. Les écrits conservés dans les écritures hébraïques et d'autres documents historiques contextualisent les fouilles archéologiques réalisées dans les tombeaux. Ensemble, textes et artefacts éclairent le paysage social, politique et religieux de Juda, permettant aux chercheurs d'explorer la vie des rois, des prêtres et des citoyens ordinaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante affichée à l'écran.